Prends ça dans les carnets. Pendant 2 ou 3 matins, je voudrais qu'on parle de Gulliver, Lemuel Gulliver, de Jonathan Swift, un genre d'évêque où je sais pas, que je ne vais pas regarder en détail, mais qui a passé toute sa vie à Dublin, dans le clergé, alors qu'il est si peu question de religion dans ses voyages de Gulliver. Alors, évidemment, probablement, c'est lié pour moi à Rabelais. C'est Rabelais, le vin, le rire, la joie, la grande cuisine. Oui, mais moi, ça fait là 2 ans que je suis là sur ce chantier Rabelais. Il y a 90 vidéos sur le site. Et si la météo avait été meilleure ce printemps, on serait déjà plus loin. Mais ça perd rien pour attendre. C'est un boulot de fond. Mais parce que dire pourquoi en ce moment encore plus besoin de lire Rabelais, ces œuvres qui naissent là, dans des moments là, de transition, des moments d'éclatement. Et on a la chance qu'en plus, ça fixe ce dont on se sert au jour le jour, le prononcé de la langue. Tout ce qu'il peut y avoir dessous, de quoi ? De joie ou de désespoir ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Le spectacle de la folie humaine me rend toujours mélancolique. Lui qui se dit lui-même Gulliver, cette vie d'infortune. Alors justement, le lien s'est fait par Rabelais. Là, il y a une expo à la Devinière et Alain Lecomte a installé un petit bijou que je n'avais jamais vu, un film de Méliès. Et Méliès, les films devaient être très courts, c'est tellement compliqué à fabriquer. C'est justement 1902, Gulliver à Lilliput et Gulliver chez les géants. Et ce tout petit truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que Méliès a vu de Gulliver ? C'était pas du tout l'illustration jeunesse ou le bon gros bonhomme chez les tout petits Lilliputiens, ou le tout petit bonhomme chez les grands broc, là, sa langue, la suite de ces langues inventées. La grande Garabagne de Michaud. Quand vous lisez Gulliver, vous avez l'impression d'être en permanence dans... il suffirait de secouer un tout petit peu, de faire passer dans un entonnoir, et puis ça y est, vous avez tout le ailleurs, toute la grande Garabagne de Michaud. Et là, quand je lis Gulliver, je me suis accru de Henri Michaud. Il y a une autre chose aussi qui m'a rendu ça très proche. Là, j'ai lu plusieurs livres d'un gars qui s'appelle Romain Bertrand, historien, et un en particulier qui s'appelle Les Grandes Déconvenues, c'est-à-dire les projections mentales des marins de Dieppe entre 1500 et 1520, contrairement aux autres ports français, par les contacts avec les Portugais, qui les fait se lancer à l'aventure, doubler le cap de Bonne-Espérance, comme Gulliver le fait chaque fois. C'est la navette métro, quoi. C'est-à-dire, une fois que tu reviens et que tu arrives au cap de Bonne-Espérance, bon, hop là, il n'y a plus que quelques semaines à attendre pour revenir. Le voyage, il a duré 4 ans, 5 ans, mais il y a 3 voyages, 4 voyages. Et chaque fois, là, c'est quand on arrive au-delà de Madagascar, en ayant contourné Cap de Bonne-Espérance, que commence la tempête, l'inconnu, la découverte. Et je crois que merci Romain Bertrand. Voilà, c'est ce qui m'a remis dans Gulliver. Alors, d'abord, j'ai regardé un petit peu, et je me disais, mais de quoi tu te souviens de Gulliver ? Donc, j'avais des images, chez les tout petits et chez les tout grands, mais non, il y en a au moins 5 des voyages. Les autres, tu t'en souvenais des autres ? Non. Tu te sens bête ? Alors, j'ai rouvert, et l'histoire de Gulliver, c'est que ça a été traduit, une traduction classique, l'abbé Desfontaines, qui a été constamment réédité, enfin bon, on ne peut pas lui en vouloir, le brave abbé, mais il fait du sample, quoi. C'est-à-dire, il résume. Ah, tiens, je vais vous raconter cette histoire. Ben non, c'est pas ça, l'abbé, traduire. Alors, est-ce qu'il pouvait, en tant que bon abbé, le faire ? Mais tout ce qui fait, par exemple, la proximité de Swift et de Rabelais, dans cette traduction classique, ça... Tu vois. Alors, mais moi, je n'avais pas souvenir, parce que de toute façon, ça tombe des mains. Même si c'est celle qu'on peut trouver partout, il y a, malgré tout, pour une fois, chouette,
folio classique. Là, c'est une traduction de Jacques Pons et il y a la préface de son fils, Maurice Pons, qui raconte un très beau portrait de comment cet homme, Jacques Pons, a pu passer sa vie à travailler sur Jonathan Swift et tout le travail qu'il y avait autour. Et moi, je m'y retrouve aussi parce que là, je vois bien mon coin d'armoire, là, 16e siècle, Rabelais et autour. Bon, là, le récit est daté 1700, 1702, 1705, 1709, c'est-à-dire que le livre est réellement une horloge des voyages fiction de Gulliver, placé en temps synchrone de son auteur, lui, coincé à Dublin. Et cette traduction, je suis sûr que c'est celle dans laquelle, alors quand ça remonte dans ces grandes périodes où pour moi fallait lire, et puis la joie de lire, en tout cas, elle est datée de 1964, donc c'est ce Jacques Pons qui a fait le Pléiade Jonathan Swift, mais vous voyez, j'ai pourtant plein de Pléiades, mais je m'étais jamais acheté Jonathan Swift. Pour moi, c'était des histoires bon enfant. Je savais qu'il y avait un peu de cruauté, je savais que Jonathan Swift, c'était une critique sociale forte, mais comment ça se met là dans Gulliver, je savais pas du tout. Alors, je me suis dit, là, que j'allais lire, là, sur, disons, 3 matins, des petits bouts de Gulliver, là où moi, ça m'a ramassé la figure. Et peut-être c'est seulement dans la 3e que je vous lirai un passage qui fait que ça, je l'avais en mémoire et que cela n'existe que dans cette traduction de Jacques Pons. Ça avait été censuré dans les autres. Par exemple, tous ces trucs qui se rejoignent dans Franz Kafka. Vous savez, il y a un texte qui s'appelle, j'ai toujours le journal en ce moment, Rapport à une académie. Mais là, c'est description de l'académie, description détaillée de cette académie. L'auteur est admis dans l'enceinte de l'illustre académie de Lagado. Description détaillée de cette académie, genre de travaux des académiciens. Lagado, vous vous en souvenez? Non, bon, je vous remets. D'abord, il y a Lilliput, les tout petits. Ensuite, Gourgourgou, Bobok, là, avec Glumdouklitch, là, chez les très grands. Et puis ensuite, le voyage suivant, on arrive sous une île flottante. Un continent qui gère avec des pierres magnétiques sa hauteur par rapport au sol. Et là, toute la cour, toute l'organisation civile se promène au-dessus du territoire. S'il y a une révolte, l'île descend pour les écraser. Et puis, après quelques mois sur l'île flottante, comment on passe, comment on descend, comment on remonte, eh bien, il explore le pays qui est dessous. Et là, on l'emmène. Lagado, description détaillée de cette académie. Cette académie n'occupe pas un édifice unique, mais se compose d'une série d'immeubles sur les 2 côtés d'une rue. Il y a toujours mise en cadre visuel. La rue en question, tournant au terrain vague, on la racheta et on l'utilisa ainsi. Ce fut le gardien qui me reçut. Il se montra très aimable. Je revins tous les jours à l'académie. Dans chaque pièce vit un ou plusieurs faiseurs de projets. Je ne pense pas être entré dans moins de 500 pièces. Vous savez, comme dans les rêves, comme ça, des couloirs, des portes, tu ouvres. Le premier des académiciens que je vis était d'aspect malingre, tout maculé de suie aux mains et au visage, cheveux longs, barbe longue, le tout hirsute et roussi par endroits. Ses habits, sa chemise et sa peau étaient de la même couleur. Il avait passé 8 ans sur un projet qui consistait à extraire des concombres des rayons de soleil et à les enfermer dans des fioles hermétiques où ils seraient disponibles pour réchauffer le temps quand l'été est froid et pluvieux. Il affirmait qu'avant 8 autres années, il pourrait fournir au jardin du gouverneur des rayons de soleil à un prix abordable, mais se plaignit du triste état de sa caisse, me supplia de faire un geste en faveur de la sienne, surtout en une saison où les concombres étaient si chers. Je lui remis mon obole, car son Excellence m'avait à dessein donné de l'argent, sachant que ces messieurs demandent l'aumône à tous leurs visiteurs. J'entrai dans une autre chambre.
à demi asphyxié. J'eus comme un sursaut pour m'enfuir. L'odeur y était effroyable, mais mon guide me poussa en avant, me disant à l'oreille que j'allais commettre là une incorrection très déplaisante, de sorte que je n'osais même pas me boucher le nez. L'inventeur qui vivait dans cette pièce était le membre le plus ancien de l'Académie. Sa figure et sa barbe étaient d'un blanc jaunâtre, ses mains et ses habits couverts de saleté. Quand je lui fus présenté, il me serra sur son cœur, genre d'effusion dont je l'aurais bien dispensé. Depuis son arrivée à l'Académie, il cherchait inlassablement le moyen de reconvertir les excréments humains à leur état initial de nourriture, en isolant leurs divers éléments, en leur ôtant le liant qu'ils reçoivent de la bile, en faisant se dégager leur odeur et en les purifiant de la salive. Chaque semaine, la société lui allouait un récipient plein d'ordures humaines de la taille d'un baril de Bristol. Un autre essayait de réduire par calcination de la glace en poudre à canon. Il me montra également le traité qu'il avait écrit sur la malléabilité du feu et qu'il se proposait de publier. Il y avait aussi un génial architecte qui avait imaginé une nouvelle méthode pour construire les maisons en commençant par le toit et en menant les travaux de haut en bas jusqu'aux fondations. Il s'inspirait, me dit-il, de la technique mise au point par deux insectes de grande intelligence, l'abeille et l'araignée. Il y avait de même un aveugle de naissance avec des apprentis, tous nés aveugles comme lui, qui étaient chargés de préparer des couleurs pour les peintres, et le maître leur enseignait comment les distinguer par le toucher et l'odorat. J'eus la malchance de les rencontrer à une époque où leur talent était encore incomplètement formé. D'ailleurs, le professeur lui-même se trompait la plupart des fois. Ce technicien reçoit tous les encouragements de ses confrères qui le tiennent en haute estime. J'eus le grand plaisir, dans une autre chambre, de rencontrer l'agronome qui avait eu l'idée d'utiliser les cochons pour le labourage. Sa méthode, qui supprime l'emploi des charrues, des bœufs, des laboureurs, est la suivante. Sur une surface à labourer d'un acre, vous enfouissez à 5 ou 6 pouces de distance et à 8 pouces de profondeur de grandes quantités de glands, dattes, châtaignes et autres fruits et légumes dont les porcs sont particulièrement friands. Puis vous lâchez dans le champ 600 ou plus de ces animaux, lesquels, en cherchant leur nourriture, retournent le sol et le laisseront à la fois préparé pour les semailles et enrichi de leurs excréments. À vrai dire, l'expérience avait montré que le procédé était coûteux et d'une pratique difficile, mais il faut croire que cette invention est susceptible encore de nombreux perfectionnements. Je pénétrai dans une autre pièce où les murs et le plafond étaient tellement couverts de toiles d'araignée que le savant ne disposait plus pour circuler que d'un étroit passage. J'étais à peine entré qu'il me cria de prendre garde à ne pas abîmer ses toiles. Il me parla, déplorant l'erreur fatale que le monde avait si longtemps commise en élevant des vers à soie alors que nous disposons de ces insectes domestiques, si nombreux, tellement supérieurs aux autres, puisqu'ils savent non seulement filer, mais tisser. Il se flattait aussi de pouvoir, par l'emploi des araignées fileuses, éviter tout frais de teinture, et il me convainquit pleinement quand il m'eut montré un grand nombre de mouches de tout coloris qui servaient à les alimenter. Il était persuadé que la couleur des mouches passerait dans les toiles d'araignée, et comme il en possédait de toutes les nuances, il espérait satisfaire n'importe quelle clientèle pour peu qu'il su découvrir aliments pour mouches à base de gomme, huile, autres matières collantes qui donneraient au fil la consistance et la force voulue. Il y avait un astronome dont l'idée était de mettre un cadran solaire sur la girouette de l'hôtel de ville, ce qui l'obligeait à tenir compte à la fois des mouvements annuels et journaliers de la Terre et du Soleil et de tous les changements accidentels du vent. J'avais ce jour-là l'intestin dérangé, ce qui détermina mon guide à m'indiquer la chambre d'un médecin spécialiste de cet organe dont il soignait les affections en l'obligeant à fonctionner à rebours. Il disposait d'un grand soufflet dont le bec était en ivoire, de forme longue, effilée. Il introduisait ce bec dans l'anus du patient jusqu'à une profondeur d'environ 8 pouces et affirmait que lorsqu'il aspirait, il rendait les boyaux aussi plats qu'une vessie vidée. Quand la maladie était plus sérieuse, au contraire, c'est après avoir
rempli d'air, le soufflet, qu'il mettait le bec en place, puis il envoyait un jet d'air dans le corps du patient. Il retirait alors l'appareil pour le gonfler de nouveau en tenant étroitement fermé avec son pouce l'orifice du fondement. L'opération se répétait 3 ou 4 fois jusqu'à ce que le vent introduit sortit avec une grande violence, entraînant les substances malignes avec lui, comme l'eau nettoie les conduits d'une pompe et laissant le malade guéri. Je vis le savant expérimenter sur un chien ces 2 procédés. Le premier n'eut pas d'effet perceptible. Quant au second, il mit l'animal à 2 doigts d'éclater et provoqua une décharge assez violente pour que mes compagnons et moi en fussions fort affectés. Le chien tomba raide mort et nous laissâmes le docteur affairé à le ressusciter à l'aide d'une opération analogue. Je visitais bien d'autres chambres, mais par souci de concision, j'épargnerai au lecteur le récit de toutes les curiosités que j'y observais. Je n'avais vu qu'un côté de l'académie, l'autre est réservé aux pionniers de la science abstraite. Mais je n'en parlerai pas sans avoir cité encore un illustre expérimentateur, celui qu'on nomme le savant universel. Il nous confia avoir passé 30 ans de sa vie à méditer sur l'amélioration de la condition humaine. Il disposait de 2 grandes salles, pleines d'admirables curiosités et de 50 collaborateurs. Les uns condensaient l'air en une substance solide, la séparant de son nitre et éliminant les particules aqueuses ou fluides. D'autres amollissaient le marbre pour en faire des oreillers et des pelotes à épingles. D'autres encore pétrifiaient les sabots du cheval pour le préserver de la fourbure. Le savant lui-même était à l'époque absorbé par 2 grands projets. Le premier consistait à ensemencer les terres avec la balle du blé, où il affirmait que résidaient les vraies vertus germinatives de la graine, comme il le démontrait par certaines expériences que je ne fus pas assez intelligent pour comprendre. L'autre à empêcher, par l'application d'un enduit à base de gomme, de minéraux et de végétaux, la laine de pousser sur le dos des jeunes agneaux, dans l'espoir d'être à même, dans un délai raisonnable, de propager dans tout le royaume une race de moutons aux poils ras. Nous franchîmes une cour qui nous séparait de l'autre partie de l'académie, celle où résidaient, comme je l'ai dit, les pionniers de la science spéculative. Le premier professeur occupait avec une 40aine de disciples une salle de grande dimension. Nous nous saluâmes, et comme mon regard se portait avec intérêt sur une vaste machine qui occupait la pièce dans presque toute sa longueur et sa largeur, il me demanda si je ne trouvais pas étrange ces recherches pour faire avancer les sciences spéculatives par des procédés pratiques et mécanisés. Mais le monde verrait bientôt l'utilité de son travail. Il se flattait, quant à lui, d'avoir eu la plus noble idée qui eût jamais été conçue par une cervelle humaine. Chacun sait au prix de quels efforts s'acquièrent actuellement les arts et la science, tandis que, grâce à son invention, la personne la plus ignorante sera, pour une somme modique et au prix d'un léger travail musculaire, capable d'écrire des livres de philosophie, de sciences politiques, de droit, de mathématiques, de théologie, sans le secours ni du génie ni de l'étude. Et attention, décollage pour la planète. Jorge Luis Borges. Il me fit donc approcher de cet appareil, près des côtés duquel ses disciples étaient alignés. C'était un grand carré de 20 pieds sur 20, installé au centre de la pièce. Sa surface était faite de petits cubes de bois, de dimensions variables, mais gros en moyenne comme un dé à coudre. Ils étaient assemblés au moyen de fils de fer. Sur chaque face de ces cubes était collé un papier où était écrit un mot en laputien. Tous les mots de la langue s'y trouvaient, à leurs différents modes, temps ou cas, mais sans aucun ordre. Le professeur me pria de bien faire attention car il allait mettre la machine en marche. Chaque élève saisit au commandement une des 40 manivelles de fer disposées sur les côtés du châssis, lui donna un brusque tour, de sorte que la disposition des mots se trouva complètement changée. Puis 36 d'entre eux eurent mission de lire à voix basse les différentes lignes telles qu'elles apparaissaient sur le tableau, et quand ils trouvaient 3 ou 4 mots qui, mis bout à bout, constituaient
un élément de phrase, il les dictait aux 4 autres jeunes gens qui servaient de secrétaires. Ce travail fut répété 3 ou 4 fois, l'appareil étant conçu pour qu'à chaque tour de manivelle, les mots formassent d'autres combinaisons à mesure que les cubes de bois tournaient sur eux-mêmes. Les jeunes étudiants passaient 6 heures par jour à ce travail et le professeur me montra un bon nombre de gros in-folio contenant les textes déjà recueillis sous forme de phrases décousues et qu'il avait l'intention de refondre entre elles. Il espérait tirer de ce riche matériau une somme scientifique et philosophique qu'il présenterait au monde. Celle-ci serait d'ailleurs beaucoup plus parfaite et plus rapidement terminée si le public fournissait les moyens de construire et d'employer 500 appareils de ce type à Lagado, les responsables ayant obligation de mettre en commun les résultats obtenus. Depuis sa jeunesse, m'assura-t-il, il n'avait eu de pensée que pour cette invention. Il avait fait tenir dans son cadre la totalité du vocabulaire, avait calculé avec la plus extrême rigueur quelle était dans les livres la proportion des particules, des noms, des verbes, de toutes les parties du discours. Je remerciai vivement cette illustre personne de sa grande amabilité et lui promis que si ma bonne étoile me ramenait dans ma patrie, j'aurais la loyauté de le présenter comme le seul inventeur de cette merveilleuse machine. Je le priais de me laisser dessiner, je le priais de me la laisser dessiner dans ses détails, et c'est ce dessin qui est reproduit ici même. Bien qu'en Europe, ajoutai-je, il soit normal entre savants de voler ces trouvailles, ce qui a l'avantage au moins de faire naître une controverse sur le véritable inventeur. Je saurais prendre les précautions nécessaires pour que aucun rival ne vienne vous ravir l'honneur de cette découverte. Nous passâmes ensuite à l'Institut des langues, où 3 professeurs discutaient sur les moyens de perfectionner celle de leur propre pays. Le premier projet était de rendre la phrase plus concise en ne gardant qu'une syllabe des mots qui en comportent plusieurs et en supprimant les verbes et les qualificatifs, puisque seuls les noms correspondent à des choses existantes en réalité. L'autre proposait d'abolir tous les mots, quels qu'ils fussent, car les santés y gagneraient aussi bien que la concision. N'est-il pas indéniable que chaque mot que nous disons contribue pour sa part à corroder et à débiliter nos poumons et par conséquent à raccourcir notre vie ? On peut donc envisager une autre solution. Puisque les mots ne servent qu'à désigner les choses, il vaudrait mieux que chaque homme transportât sur soi toutes les choses dont il avait l'intention de parler. Et cette invention se serait certainement imposée pour le plus grand bien-être physique et intellectuel des gens. Si les femmes, conjurées en cela avec le bas peuple et les illettrés, n'avaient menacé de faire une révolution. Et attention, la lecture qu'on peut faire là du fil narratif concernant le statut des femmes tout au long des voyages de Gulliver. C'est un monde qui a totalement basculé par rapport à Rabelais. Elles voulaient conserver le droit de parler avec la langue, à la façon de leurs aïeux, car le vulgaire fut toujours le pire ennemi de la science. Nombreux sont cependant parmi l'élite de la pensée et de la culture ceux qui ont adopté ce nouveau langage par chose. Ils ne lui trouvent d'ailleurs qu'un seul inconvénient, c'est que lorsque les sujets de conversation sont abondants et variés, on peut être forcé de porter sur son dos un ballot très volumineux des différentes choses à débattre quand on n'a pas les moyens d'entretenir 2 solides vallées à cet effet. J'ai souvent rencontré 2 de ces grands esprits qui ployaient sous leurs faits comme des colporteurs de chez nous. Quand ils se croisaient dans la rue, ils déposaient leur fardeau, ouvraient leur sac et conversaient entre eux pendant 1 heure. Puis ils remballaient le tout, s'aidaient à soulever leur charge et prenaient congé l'un de l'autre. Pour les conversations courantes, on peut se contenter d'accessoires transportés dans les poches ou sous le bras, et chez soi, chacun dispose évidemment du nécessaire. Dans la pièce utilisée comme parloir, tous sont à portée de la main les 1000 choses utiles pour alimenter ce brillant type de conversation. Ce système comporte un autre avantage important, c'est d'avoir mis au point une sorte de langage universel
à l'usage de toutes les nations civilisées, car les différents outils et instruments y sont généralement identiques, ou du moins fort semblables, de sorte que leur mode d'emploi est compris de chacun. Aussi, les ambassadeurs seront à même de converser avec les princes étrangers ou leurs ministres, tout en étant complètement ignorants de la langue. Je passais aussi par l'institut de mathématiques où le maître suivait une méthode d'enseignement que tout Européen jugerait presque inconcevable. On écrivait sur des gaufrettes, avec une encre composée de suc encéphalique, les théorèmes et leurs démonstrations. Les étudiants devaient consommer ces gaufrettes à jeun et ne rien prendre ensuite pendant 3 jours que du pain et de l'eau. La digestion faite, les sucs montaient au cerveau et y amenaient avec eux le théorème. Cette méthode n'était pas encore considérée comme infaillible, en partie à cause d'erreurs qui s'étaient glissées dans le quantum ou formules de composition, en partie aussi à cause de l'indiscipline des écoliers, car ceux-ci trouvaient généralement le cachet si infect qu'ils le recrachaient en cachette ou le vomissent avant qu'il ait agi, et on n'a pas pu encore les persuader de se soumettre à la longue abstinence prescrite. Voyage à Balnibarbi, Gulliver. Vous vous en souvenez? Franchement, le folio traduction Jacques Pons, une merveille. Mais peut-être vous n'avez rien oublié comme moi j'avais oublié.